Bienvenue dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. La semaine passée, nous avons reçu pour vous le professeur Kasongo Mwemba Yamba, porte-parole du chef de l'État. Nous avons parlé de l'incidence par rapport à la prise en charge de la lutte contre le coronavirus. Nous avons évoqué la task force qui se concentre, cette task force qui est mise en place par le chef de l'État. Et le porte-parole du président nous a rassuré que le chef de l'État faisait tout ce qu'il fallait pour lutter contre le coronavirus ainsi que donner une vie meilleure au peuple congolais. De partout, vous nous avez suivis. Merci. Ce soir, nous revenons avec un nouveau numéro où nous allons parler de l'impact socio-économique de cette crise du coronavirus. Quelles sont les mesures à proposer pour essayer d'endiguer cette crise sur le plan financier, économique et social. Et je suis très heureux de vous présenter le participant de ce soir, Philippe Ngwala Malemba, qui est conseiller spécial du chef de l'État, coordonnateur de la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire que je m'en vais saluer. Philippe Ngwala, nous vous saluons. Bonjour ou bonsoir. Philippe Ngwala, nous sommes très heureux de venir dans votre cabinet. D'entrée de jeu, nous voudrions comprendre que fait votre cellule, que nous appelons cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire. Qu'est-ce que nous pouvons en comprendre? Alors d'emblée, je vous dirais d'abord merci beaucoup d'être venu chez nous ici, dans notre cabinet. La cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire est un service spécialisé, créé et mis en place par le chef de l'État au sein de son cabinet. Et la mission de cette cellule est de pouvoir coordonner la conception, la mobilisation des ressources et des partenariats stratégiques, ainsi que la mise en œuvre du programme d'urgence intégré de développement communautaire. Ce programme est une initiative phare du chef de l'État qui vise une amélioration rapide des conditions de vie des populations congolaises dans les 26 provinces de la RDC à travers l'amélioration ou la création d'emplois massifs décents et d'opportunités d'insertion socio-professionnelle, surtout pour les jeunes. Si vous nous prenez de cours, nous sommes dans votre programme Data Market où nous recevons pour vous le conseiller spécial du chef de l'État, coordonnateur de la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire, Philippe Ngwala Malemba. Pour les téléspectateurs qui nous suivent, afin de comprendre, qu'est-ce qu'on doit comprendre par développement communautaire? Le développement communautaire, comme vous pouvez le savoir, c'est une approche de développement qui vise à ce que les communautés de base améliorent leurs conditions de vie, accèdent aux services socio-économiques de base, accèdent aux revenus décents, accèdent à l'entrepreneuriat, créent des entreprises et des sources de revenus permanents qui peuvent contribuer à une vie meilleure. Je vais ouvrir une petite parenthèse parce que nous vous connaissons en tant qu'agent international de la Banque africaine de développement. Quel est votre parcours? Parce que nous vous avons vu pendant plusieurs années au sein de la Banque africaine de développement, que ce soit ici en République du Congo comme à l'étranger. Ok, j'ai 20 ans de carrière Tout à fait. Internationale, dans les organisations internationales, des bailleurs multilatéraux comme bilatéraux. Et 13 ans de ces 20 ans de carrière, je les ai passés à la Banque africaine de développement, où j'assumais les fonctions d'économiste et développement en chef, chargé de coordonner la stratégie de la BAD pour l'emploi des jeunes dans toute l'Afrique centrale, donc les 7 pays de l'Afrique centrale. Et à la suite d'un dialogue de haut niveau qu'il y a eu entre le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président du groupe de la Banque africaine de développement, j'ai été détaché par le groupe de la Banque africaine de développement au cabinet du chef de l'État pour venir coordonner ces programmes d'urgence intégrés de développement communautaire et coordonner donc la cellule qui appuie la conception et la mise en œuvre de ces programmes d'urgence intégrés de développement communautaire. Nous avons ces dignes fils du pays qui reviennent pour apporter leur contribution à cet édifice qui est le Congo, construit par son Excellence
le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelle est la motivation du chef de l'État de mettre en œuvre cette cellule pour le bien-être du Congolais? Parce qu'il a déjà, par exemple, le gouvernement, il a les ministres des Finances, il a le ministre de l'Économie, il a le ministre de l'Industrie. Mais pourquoi, lui, à son niveau, au sein de la présidence, avoir cette cellule? Vous savez, la loi portant, je ne suis pas juriste, mais je vous dirais que la loi portant fonctionnement et organisation du cabinet du chef de l'État prévoit que le chef de l'État crée un service spécialisé pour une matière spécifique qui le tient à cœur ou qu'il estime être une initiative très importante. Ce programme d'urgence intégrée de développement communautaire est une initiative phare importante du chef de l'État. Pour plusieurs raisons d'ailleurs. Et parce qu'il a pensé qu'à travers ce programme, il peut couler en acte, en fait, sa vision d'amélioration rapide des conditions de vie des populations congolaises. Vous savez, le chef de l'État s'est rendu effectivement compte que, et c'est vrai, la population congolaise est composée en majorité de jeunes. On parle d'environ 62% de la population est composée de jeunes. Mais la majorité de ces jeunes sont en sous-emploi. Mais ils constituent la force active au sein de la population. Et donc le chef de l'État a une vision. Il s'est dit, pour booster l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises, il faut toucher les jeunes. Mais comment toucher les jeunes? C'est une question d'approche. Vous savez, dans ces pays, on a parlé depuis longtemps des programmes d'emploi des jeunes, des programmes d'entrepreneuriat des jeunes, d'incubateurs d'entreprises, des start-up. Mais il n'y a pas eu vraiment d'amélioration suffisante. Le taux de sous-emploi des jeunes demeure très élevé. Et c'est d'ailleurs un des taux les plus élevés dans l'Afrique centrale. Mais c'est une question d'approche. Ce qui se passe, c'est qu'en RDC, nous ne disposons pas réellement des projets véritablement bancables, des projets intégrés qui peuvent mobiliser le partenariat stratégique, qui peuvent mobiliser des investisseurs privés, tant au plan local qu'au plan international. Et donc, la vision du chef de l'État qu'il veut mettre en œuvre à travers cette cellule, et que cette cellule puisse aider avec une approche innovante qui consiste à concevoir, à élaborer des projets intégrés, structurants, transformateurs, ciblés, lesquels projets peuvent servir d'instruments pour mobiliser des partenaires stratégiques et des investisseurs. Je vais vous donner un exemple, et c'est vrai d'ailleurs, nous avons circulé à travers différents partenaires que nous avons essayé de consulter. C'est la même problématique qui a été posée sur la table. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, vous voulez construire une route de tel endroit à tel endroit, et vous voulez qu'un partenaire privé vienne en BOT ou en partenariat public-privé pour investir dans cette route. Mais vous écrivez dans tous les documents du monde que la RDC a une population extrêmement pauvre. Vous voulez construire un barrage hydroélectrique et vous voulez qu'un investisseur vienne investir pendant qu'on dit que la population, elle est en majorité pauvre, elle n'a pas de revenus. Comment voulez-vous que cet investisseur vienne investir? Comment est-ce qu'il peut compter récupérer son investissement? Voilà le vrai problème. Et lequel? Nous avons vu le gap qui existe par rapport à cette démarche, à cette façon de faire. C'est pourquoi nous proposons des projets structurants, transformateurs, intégrés. C'est quoi? Nous avons identifié des filières à grand potentiel de création d'emplois, innovantes et transformatrices. Nous allons élaborer dans ces filières des projets véritablement structurants et prévoir des activités connexes, des investissements connexes qui accompagnent le développement de la filière. Je vous donne un exemple. Je pars toujours des exemples. Tout à fait. Vous avez choisi la filière, par exemple, transformation des déchets ou la filière transformation de manioc.
C'est un marché que vous allez créer. C'est une activité que vous allez créer. Si vous dites aujourd'hui que cette filière, c'est notre activité principale, et nous avons identifié une source d'énergie où nous allons construire les barrages hydroélectriques, et que cette source d'énergie sera utilisée à 80% pour alimenter les usines ou les unités de transformation au sein de la filière. Si vous avez identifié une piste pour évacuer les produits dans le cadre de la promotion de cette filière, vous avez établi le coût, vous avez identifié tout ce qui vient avec, c'est-à-dire dans une approche intégrée, ces projets, vous l'avez rendu réellement à un projet bancable avec tous les standards qui sont reconnus. Si vous allez mobiliser un partenaire pour venir construire les barrages hydroélectriques, il vous pose la question de savoir comment il va récupérer son investissement avec une population aussi pauvre. Vous allez lui dire que ces barrages hydroélectriques alimentera à 80% la filière que nous allons développer. Vous demandez à un investisseur de venir investir sur une piste rurale, il vous pose la question, s'il investit, il met les péages, comment il va récupérer son argent. Vous allez lui dire que la filière que vous allez promouvoir permettra à ce que cette route, cette piste, soit utilisée au maximum. Le taux d'utilisation passera de 5% à 80% parce qu'il y a une activité économique qui va être générée. C'est ça des projets intégrés. Et c'est ça des projets structurants. C'est avec ce type de projets structurants et intégrés, filières et les autres activités connexes qui appuient, que vous pouvez mobiliser des partenariats stratégiques et des investissements. Partout où vous êtes dans le monde, que ce soit au Texas, aux États-Unis, que ce soit à Paris, que ce soit à Bukungikela, que ce soit au Mobaïmbong, que ce soit au Kulungongo, au Congo central, que ce soit à Lemba, Matete, vous êtes dans votre programme Data Market où nous recevons pour vous le conseiller spécial du chef de l'État, coordonnateur de la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire, Philippe Ngwala Malemba. Vous le sentez, il a cette préséance, il a cette pédagogie parce qu'il est aussi enseignant au sein des universités. C'est que nous devons retenir, comprendre que cette structure est là pour proposer des projets qui tiennent compte de l'intégration par rapport au développement communautaire en tenant compte de chaque filière, comme il vient de l'annoncer, avec l'exemple d'un barrage hydroélectrique. Et il s'est surtout appesanti sur la question de l'entrepreneuriat jeune. Philippe Ngwala, nous avançons, un projet sans financement n'est qu'une idée. Et pour atteindre une stratégie, que ce soit stratégie de développement, il faut tenir compte des objectifs, que ces objectifs soient réalisables. Nous prenons par exemple l'aspect entrepreneuriat jeune. Nous sommes dans un pays, comme tout pays d'Afrique, où l'emploi jeune est faible. Et la plupart des jeunes, pour s'en sortir, se tournent dans l'entrepreneuriat, même s'ils s'y prennent mal, il n'y a pas de fonds. La grande problématique de l'accès aux fonds de jeunes, est-ce que votre structure, votre cellule va y penser pour accompagner les jeunes avec des projets bancables? Nous l'avons vu, le président de la République avait proposé, initié l'idée d'un fonds de garantie pour accompagner les jeunes sur les questions d'entrepreneuriat. Quelle lecture faites-vous pour permettre aux jeunes d'avoir accès au financement pour leurs projets? Parce que sans financement, un projet ne reste qu'une idée. Je vais toujours partir d'exemple. Parce que ce que je ne vous ai pas dit encore, c'est que nous avons deux piliers au sein de la CAPUDC. Il y a un pilier qui consiste à élaborer des projets structurants intégrés, bancables, pour mobiliser des partenariats stratégiques. Et il y a un autre pilier qui porte sur un mécanisme d'accompagnement de jeunes promoteurs de projets. Mais ça part d'une observation que nous avons faite. Depuis des décennies, en RDC, on parle d'incubateurs d'entreprises.
Nous avons essayé d'approcher ces jeunes qui ont des start-up, qui ont des idées d'entreprise. Nous avons discuté avec eux. Ces jeunes ont l'habitude d'être invités dans différents forums pour présenter leurs idées des projets. Après, bon, on les remercie pour dire ok, merci beaucoup et félicitations. Ils ne trouvent pas de financement. Mais je pense que le véritable problème ne se situe pas d'abord du point de vue de l'absence de financement. C'est le degré d'attractivité de ces projets, de ces idées de projets qu'ont les jeunes. Et nous avons observé que ces jeunes ont des idées, mais ces idées ne sont pas traduites en des projets véritablement bancables. Est-ce qu'ils ont été formés, premièrement, pour proposer des projets bancables? Parce que la plupart de ces jeunes ont fini soit en économie, en droit, ils ont fini dans plusieurs filières de formation, mais la filière ne leur a pas permis d'avoir les éléments importants pour affronter le monde du commerce de manière basique ou le monde des affaires ou le monde de l'entrepreneuriat. Ça, c'est l'erreur qu'on commet de croire que tous les jeunes doivent être formés sur l'élaboration des projets bancables. Les projets bancables, c'est une technicité. Un jeune qui a une idée innovante, un jeune qui a créé une innovation n'est pas obligé d'être expert en élaboration des projets. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'accompagne. Vous prenez cette idée, vous la transformez réellement en un projet bancable. Et vous allez voir que les investisseurs vont vous dire. Comment le ce jeune va avoir des partenariats projet bancable, par exemple? Mais je vais vous donner un exemple. J'ai reçu des jeunes ici qui transforment des fruits en jus. Ok? Vous leur posez la question de savoir à combien vous vendez ces fruits. Vous remarquez que le prix auquel ils vendent ces fruits est 3 fois, 4 fois plus cher que le fruit qui est vendu dans le marché ou dans le supermarché. Si vous regardez très bien, parfois les problèmes se situent au niveau de la maîtrise des coûts de production. Ces projets, cette idée de projet n'a pas été transformée véritablement en un projet bancable. Et si vous l'élaborez, vous le transformez en un projet véritablement bancable, vous pouvez arriver à fixer pour ces jeunes des prix compétitifs et en lui proposant une démarche qui peut lui permettre, lui, avec ses projets bancables, d'aller mobiliser un partenaire stratégique. Je ne veux pas parler d'investisseurs, je voudrais parler des partenaires stratégiques. Et c'est ça la démarche chez nous. C'est prendre ces idées de jeunes, les transformer en projets véritablement bancables. Et vous allez voir que ces projets, lorsqu'ils sont transformés en projets véritablement bancables, ils ont des taux de rentabilité très appréciables qui peuvent attirer des partenaires. Et l'autre démarche consistera à mettre ces partenaires en partenariat, expliquons-moi la tautologie, avec ces jeunes. Qui sont ces partenaires? Ce sont les banques, ce sont des personnes morales, des personnes physiques, des business angels. Qui sont ces jeunes? Les jeunes, vous parlez des partenaires? Des partenaires qui vont accompagner ces jeunes. Mais tous les partenaires au plan national, comme parce au qu'on plan commence avec international. les banques. Les banques financent difficilement parce que les jeunes n'ont aucune garantie à fournir aux banques. Par exemple, nous avons un réseau des jeunes entrepreneurs, d'ici comme de l'étranger, qui vendent de la transformation des jus de fruits, qui vont jusque dans le domaine minier. Mais il y a un seul problème: qui va vous accompagner? Où trouver ces fonds? Et nous avons été rencontrer plusieurs banques de la place. Il se pose un problème de crédibilité auprès de ces jeunes entrepreneurs parce qu'ils n'ont pas les moyens, par exemple, pour remplir les conditionnalités à l'accès des prêts. Mais nous sommes conscients de la faiblesse de notre système bancaire. Nous sommes très conscients du fait que les jeunes n'ont pas accès au financement. Un jeune qui peut élaborer un projet qui est évalué à 100 000 $, lorsqu'il approche une banque, on ne peut lui donner que 2 000 $, 5 000. Il ne peut pas réaliser ces projets. Nous sommes conscients. Nous avons une approche innovante. C'est plutôt encadrer ces jeunes et les accompagner dans des partenariats stratégiques avec des investisseurs qui ne sont pas nécessairement au plan national. Il y en a au plan national, mais il y en a également au plan international.
c'est convaincre ces investisseurs pour dire, écoutez, vous pouvez venir faire du bon business, gagner de l'argent avec une idée qu'un jeune a eue, une création qu'un jeune a faite, une innovation d'un jeune. Nous accompagnons ces jeunes d'abord dans un processus de certification de son innovation et en transformant son idée en un projet véritablement bancable. Je vous dis, monsieur le journaliste, que la meilleure approche pour mobiliser des partenariats stratégiques, c'est d'aller vers des projets structurants, transformateurs et bancables. Parce que ce sont ces projets qui attireront les investisseurs, qui attireront des partenaires stratégiques. Nous devons cesser de dire à nos jeunes, écoutez, vous avez une idée, merci beaucoup, c'est une idée, et voilà, elle est géniale, et on se limite là-bas. Nous voulons les accompagner et nous sommes convaincus, en tenant compte de toutes les contraintes liées à la faible capacité de notre système bancaire, nous pensons qu'il y a des investisseurs, des partenaires qui veulent vraiment faire du business en République démocratique du Congo et qui peuvent être mis en partenariat avec ces jeunes créateurs d'innovation si ces jeunes sont accompagnés à présenter leur innovation sous forme de projets véritablement bancables et compétitifs. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre programme Data Market. Vous nous suivez sur Kinanga Télévision. Nous recevons pour vous Philippe Ngwala Malemba, qui est le coordonnateur de la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire, conseiller spécial du chef de l'État. Philippe Ngwala, nous parlons de l'entrepreneuriat jeune, nous parlons de ces jeunes, mais vous ne trouvez pas qu'il y a un chaînon manquant? Nous prenons tout, par exemple, toutes ces entreprises de télécommunications qui proposent des jeux concours par rapport au développement de start-up, au développement d'entrepreneurs. Tous ces jeunes qui ont gagné ces prix ne sont nulle part. Vous prenez tous ces incubateurs qui accompagnent les jeunes dans la performance, dans la créativité, dans la croissance de leurs projets. Sur le plan commercial, ces jeunes sont nulle part. Or, je reprends par exemple vers les années 80-90, on voyait des jeunes venir de Kwilungongo, de l'ancienne province du Bas-Congo, de Bandundu, qui venaient avec des cossettes de manioc, qui venaient avec des bidons d'huile, vendre. Ils viennent dans des grands marchés à Kinshasa, vendre, faire des chiffres d'affaires. Est-ce que nous ne devons pas commencer par les débuts, que ces jeunes intègrent la notion de commerçant, vendre un produit, commencer par quelque chose qui marche, que vous savez maîtriser. Parce que tous ces grands noms d'opérateurs économiques, parce que ces derniers temps, avec la FEC aussi, on n'a plus ces grands noms comme dans le temps, ceux qui pouvaient venir avec des cossettes de manioc, ainsi de suite. Ce n'est pas par là que ces jeunes doivent venir. Vous leur dites, je le dis en lingala, Zouafon Oyo, Kendo Soma Mafuta, Teka, Okola. Ce n'est pas un peu parce qu'on veut faire la mode, c'est que l'on voit à l'étranger, sur Internet, on veut te dire que tu es créateur de ceci, créateur de cela, ou on ne veut pas intégrer le besoin du marché. Par exemple, on a besoin sur le marché d'huile de palme, ça se vend bien, ça s'apprécie. Je vais par exemple en province acheter le marché du riz. Je vais par exemple à l'Équateur trouver du riz, le café, ainsi de suite. Ce n'est pas ce chaînon manquant et on veut directement aller dans ce qui fait un peu mode, genre, entrepreneuriat. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui sont venus avant vous, ça n'a pas marché. Vous ne risquez pas de tomber dans ce panneau. Ou bien prêcher carrément à ces jeunes que non, intégrer d'abord la notion d'effort dans le commerce et après, vous allez trouver des idées innovateurs d'un réel problème en société. Parce que l'entrepreneur, c'est celui qui répond à un besoin réel. Cette opportunité fait que d'abord, il répond à un problème social, effectivement social, et après, il a un chiffre d'affaires. Moi, ce que je vous dirais, et c'est vers ça que nous sommes en train de cheminer, le vrai problème se situe surtout
au niveau de l'identification des métiers et la spécialisation de ces métiers. Vous avez parlé des concepts de manioc, vous avez parlé de plusieurs filières. Je vais vous donner un exemple, monsieur le journaliste. Savez-vous que dans la chaîne de valeur manioc, la sélection des boutures de manioc, c'est tout un métier. Les techniques pour cultiver des manioc, c'est tout un métier. La récolte, c'est tout un métier. Les transports, c'est un métier. La transformation, encore, c'est un métier. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui viennent à faire des start-up, transformer les fruits en produits finis. Ils mélangent tous ces métiers. Il est expert en tous ces métiers. Mais lorsque vous regardez même sa présentation de son produit, l'étiquette qui est sur son produit laisse à désirer. Vous savez que l'étiquetage, c'est tout un métier. Notre approche est de valoriser les métiers qui sont dans différentes filières, qui sont dans différentes chaînes de valeur. Et en valorisant ces métiers, nous pensons que les jeunes peuvent trouver un champ d'activité qui leur permette de créer au maximum possible, à travers la valorisation de ces métiers dans la chaîne, des emplois aussi massifs et décents qu'on peut trouver. Savez-vous aujourd'hui que la perte post-récolte représente 47% aujourd'hui en RDC de manière générale? Ça veut dire quoi? Vous prenez les produits depuis le lieu de leur production jusqu'au lieu de leur consommation ou de vente, vous perdez 47% de ces produits. Parce que l'emballage, le transport d'un produit, c'est tout un métier. Si nous sectionnons dans la chaîne différents métiers, nous développons les compétences des jeunes dans ces différents métiers au sein de la chaîne, nous sommes convaincus que ces problèmes d'entrepreneuriat de jeunes peuvent être d'une manière ou d'une autre résolus. Une autre préoccupation, l'agriculture peut avoir un nombre considérable de main-d'œuvre d'entrepreneurs dans son sein, parce que nous avons autant de terres arables en République démocratique du Congo. Est-ce une filière qui peut aider à des débouchés d'entrepreneuriat jeune, par exemple, comme une solution? Oui, mais bien sûr, mais si vous mettez une approche intégrée, il faut qu'une filière crée un marché pour une autre filière, et ainsi de suite, et les interconnecter. C'est pour cette raison qu'on vous parle d'approche. Ici, nous sommes en train de faire les programmes d'urgence intégrés de développement communautaire. L'approche intégrée est très, très importante. Mais vous savez que chaque fois n'a pas le même problème. Vous développez une filière, vous créez un marché, une autre filière constitue un marché pour la première, et la première filière constitue un marché pour la deuxième. Elles sont intégrées, et c'est ce qui garantit que ces filières peuvent être promues, ou vous pouvez effectivement atteindre la promotion dans chacune de ces filières-là. Maintenant, comment atteindre la promotion si on ne développe pas les marchés, on ne développe pas les infrastructures permettant, par exemple, de quitter la zone de récolte, la zone de production à la zone de consommation? Et si on ne crée pas un marché permettant d'écouler la production, vous ne verrez pas qu'on sera bloqué, malgré la bonne volonté de ce jeune, à créer tout ce qui est intégré, la chaîne de valeur, ainsi de suite. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple de projets intégrés. Monsieur le journaliste, la population congolaise est estimée à 84 millions d'habitants. C'est un marché immense. Mais vous allez chercher les marchés où? Vous avez 90% ou 80% de la population pauvre qui vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est des indicateurs. Oui. C'est des estimations. Une population pauvre où chacun, on trouve même les enfants de la rue avoir un téléphone, deux téléphones. Les problèmes ne se situent pas réellement à ce niveau.
Le problème, c'est aussi de savoir comment est-ce qu'on canalise le revenu qu'on a. Vous savez, à l'époque, dans une de mes expériences professionnelles, j'avais conduit une étude le long du fleuve Congo et ses affluents. Je circulais partout, par-ci, par-là. Et j'ai étudié surtout la filière pêche. J'avais remarqué que les pêcheurs dans les villages avaient un revenu énorme. Ok? La moyenne de leur revenu était très élevée. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient de ces revenus? Comment est-ce qu'ils canalisaient? Je pense et je suis très convaincu que le véritable problème au niveau de la RDC ne se situe pas sur le revenu essentiellement, mais aussi sur la question de savoir comment canaliser ces revenus. Et donc, pour revenir à votre préoccupation, je vous ai donné l'exemple du projet intégré, en disant, partant par l'hypothèse que 84 millions d'individus constituent un marché énorme, interne. N'oublions pas, effectivement, aussi que le marché mondial aussi peut constituer un grand marché pour la RDC. Il suffit de bien trouver son créneau dans différentes filières. Mais parlons essentiellement de ces 84 millions d'individus qui constituent un marché réel, potentiel, existant, ici en République démocratique du Congo. Si vous développez une filière et vous l'accompagnez des autres activités connexes dans une approche intégrée, vous avez parlé de problèmes de route, développer une filière, identifier les sources d'énergie, identifier la piste d'évacuation de ce produit, ça crée un marché intégré. Lorsque vous l'analysez, vous allez vous rendre compte que ce sera des marchés très rentables qui vont amener ici des partenaires qui vont venir investir. C'est vrai qu'on parle de l'environnement des affaires, c'est un fait. Mais je vous dis qu'au-delà de l'environnement des affaires, il y a le fait aussi que notre pays manque de projets structurants, bancables, innovants et transformateurs. Et c'est sur ces chantiers que nous sommes en train de nous lancer. Très chers téléspectateurs de partout où nous suivez, nous recevons pour vous Philippe Ngwala Malemba, conseiller spécial du chef de l'État, coordonnateur de la cellule d'appui au programme d'urgence intégrée de développement communautaire. Vous avez compris l'importance qu'il accorde dans l'accompagnement des jeunes dans les questions liées de l'entrepreneuriat pour que les jeunes deviennent autonomes, puissent avoir accès à un revenu. Aussi des projets qui permettent de mettre en route une initiative d'intégration permettant le développement communautaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de défis, ce n'est pas facile, tout est prioritaire en République démocratique du Congo. Nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges. Et je voulais vous dire que c'est ça l'approche du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire. Son Excellence, le Président de la République, Félix Tshisekedi, a ce souci d'accompagner les jeunes, a ce souci de rendre autonome cette population, parce qu'une population sans accès au financement est une population qui vit carrément dans la misère parce qu'ils ne pourront pas accéder à la réalisation de leurs besoins. Mais cette population peut susciter des partenariats stratégiques avec des investisseurs au plan national et international. Il suffit d'avoir des instruments. Et ces instruments, c'est ces projets structurants, bancables, transformateurs que nous sommes en train d'élaborer ici. Philippe Ngwala, tous ces beaux projets aujourd'hui sont freinés à cause d'un ennemi invisible qui est le coronavirus. Nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges. Il y a une crise. Nous l'avons vécu avec la Chine. Nous le vivons avec d'autres pays, la France, les États-Unis. La crise suite au coronavirus, baisse de la production, baisse de la vente de nos minéraux étrangers parce que chacun est préoccupé à sauver d'abord sa vie. Et vous sentez même le circuit financier est en train de stagner. Comment endiguer cette crise? Comment atténuer les effets de cette crise?
sur le plan financier, économique et social en RDC. Quelles sont les propositions, vous, en tant qu'économiste, parce qu'il y a eu des crises par le monde, comment essayer de juguler pour ne pas aller se cogner dans un mur? Parce que malgré la crise, nous devons exister en tant que nation. Je ne suis pas alarmiste, mais je voudrais vous dire que cette crise a et va avoir des conséquences socio-économiques très graves. Pas seulement pour la RDC, mais pour le monde entier. Et donc, pour notre pays, je crois que nous devons avoir une stratégie de riposte basée, à mon humble avis, sur deux aspects que j'estime être importants. Le premier aspect, c'est de pouvoir protéger les secteurs productifs existants. Qu'est-ce que je veux dire? En ce moment, il faut mobiliser les efforts, les ressources, pour voir dans quelle mesure les petites et moyennes entreprises, surtout celles qui travaillent, même les structures des organisations de la société civile qui travaillent, surtout dans la production alimentaire, puissent être soutenues. J'ai vu qu'il y a quelques mesures qui ont été prises déjà, d'exonération des taxes, ainsi de suite. C'est déjà très bon, à mon humble avis, mais je crois qu'il faut aller un peu plus loin pour identifier les différentes petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries ou organisations de la société civile qui œuvrent dans la production des aliments de base et voir comment est-ce qu'il faut les soutenir avec une approche ciblée. Et là, je viens sur le deuxième aspect qui consiste à pouvoir créer des réserves stratégiques. Il est possible qu'on les fasse. Parce qu'une des conséquences graves de cette crise sera la famine, pourrait être la famine. Les entreprises sont fermées, les activités génératrices de revenus sont fermées de partout par là, l'économie mondiale est paralysée, les vols internationaux sont suspendus. Eh bien, les conséquences, c'est celle-là, c'est la fracture de l'économie. Identifier le tissu économique productif existant et essayer de les soutenir avec des subventions, avec différentes approches qu'on peut développer, mais s'assurer qu'une certaine catégorie d'entreprises peuvent continuer à produire à court terme, mais s'assurer également que nous avons des réserves stratégiques. Les réserves stratégiques, on peut les trouver. Vous savez, dans ces pays, nous avons des villages qui produisent des ananas, des manioc, du riz, qui ne sont pas évacués dans les grands centres de consommation à cause de la faiblesse de l'infrastructure. Mais à mon avis, ça c'est une proposition que j'ai faite, c'est mon idée qui n'engage que moi, c'est le moment de mettre en œuvre les autres moyens, souvent qu'on ne met pas en œuvre. On est en état d'urgence décrété par le chef de l'État. Pourquoi ne pas mobiliser les génies militaires, par exemple, pour assurer l'évacuation, le transport des produits qui sont dans des villages qui ne peuvent pas être consommés là-bas, qui pourrissent là-bas, créer un réseau d'entrepôts, de réserves stratégiques pour entreposer ces produits à des sites bien déterminés et faire un plan d'accès à ces aliments pour les populations, afin que les populations ne meurent pas de faim. Ça, c'est des suggestions, c'est des idées que j'ai dans ma tête. Et par rapport à l'emploi, parce que les restaurants ont fermé, vous avez les complexes hôteliers qui ont du mal parce qu'ils ont des activités connexes, telles que les bars, les restaurants. Et vous avez plusieurs entreprises, par exemple compagnies aériennes, qui sont clouées au sol. Maintenant, comment faire? Parce que sans emploi, sans fonctionner, les entreprises ne peuvent plus supporter certaines charges. D'où l'ouverture à des chômages techniques, par exemple. Comment juguler cela? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce choc est inévitable, malheureusement. Il est inévitable. Mais il y a toujours une approche pour faire une riposte à ces chocs. Je crois qu'il y a lieu de regarder aujourd'hui d'autres modes de travail qui peuvent suppléer pendant la crise au choc que nous sommes en train de subir. Aujourd'hui, plusieurs entreprises sont en train d'étudier d'autres modes de travail avec
l'électronique aujourd'hui qui est très très avancée. Aujourd'hui, on parle du travail et même de l'école numérique, par Internet. l'école en ligne. Donc, l'école en ligne, ça c'est des approches. Aujourd'hui, des institutions où les gens ne peuvent plus aller se voir physiquement et travailler dans les bureaux sont en train d'échanger de mode de travail. Tout dépend de l'anticipation. Aujourd'hui également, vous savez, on peut passer d'un secteur d'activité à un autre suivant les opportunités qui se présentent. Même si cette crise, elle est fatale, elle crée des chocs, je pense qu'elle peut ouvrir aussi d'autres activités qui sont essentielles. Et moi, je voulais parler de l'activité d'alimentation qui aujourd'hui est essentielle pour les populations. Et que ce soit des populations congolaises ou d'autres pays, aujourd'hui, il faut se concentrer sur la production alimentaire. Je ne demande pas que toutes les entreprises qui travaillent dans d'autres secteurs fassent de la production alimentaire, mais je crois que c'est des opportunités qui peuvent s'ouvrir en ce moment et qui peuvent être attrayantes tout simplement parce que les circonstances du moment concourent à ce qu'aujourd'hui, l'essentiel devrait être l'eau, la nourriture, et ainsi de suite. C'est une crise qui va effectivement créer des déséquilibres structurels, mais je crois que cette crise sera jugulée dans une période de temps bien déterminée. Mais en attendant, pour y faire face, il faut se concentrer sur le secteur de la production alimentaire. Philippe Ngwala Biguine, il y a certains experts qui insistent. Le chef de l'État fait de son pari la revanche de la terre sur le sous-sol. Donc, créer des filières dans le domaine de l'agriculture, comme vous l'avez dit dans l'agroalimentaire, parce que nous devons manger, que ce soit en période de crise ou pas crise, nous devons manger, donc développer, investir dans l'agriculture. Il y a un autre élément, même en période de crise sanitaire, on a besoin des intrants pharmaceutiques. Créer des filières dans le domaine pharmaceutique. Dans le domaine sanitaire, moment de crise sanitaire, nous avons besoin des hôpitaux, investir dans la construction des centres hospitaliers de haute gamme où on tient compte de lutte contre les virus, ainsi de suite. Et par rapport aux questions de l'énergie nouvelle et renouvelable, investir dans ce domaine, parce que ce sont des domaines intarissables, peu importe les temps et les circonstances. Qu'est-ce que vous en pensez de ces filières qu'on a énumérées? Mais justement, parce que je vous ai dit que tout choc crée toujours des opportunités. C'est ces opportunités, je parlais de la filière de l'alimentation, qui peut être une opportunité dans laquelle les gens peuvent s'investir. Et vous avez également évoqué la filière pharmaceutique, la filière des soins de santé, tout ça, c'est des aspects. Oui, par exemple, Pharmakina à Bukavu, qui ne fonctionnait plus. Voilà. Or, on pouvait la soutenir. Justement. À cet instant, elle pouvait nous produire de la crocodile. Le chef d'État l'a évoqué dans son discours. Il a évoqué la possibilité, il a instruit le gouvernement d'étudier l'opportunité de soutenir Pharmakina dans la production de la chloroquine. Vous l'avez suivi. Donc voilà, ça fait partie des opportunités qui se présentent aujourd'hui. Et je crois que l'être humain, de par nature, il est proactif, il sait s'adapter à des circonstances bien précises de la vie. Aujourd'hui, en même temps qu'il y a un choc, en même temps il y a des opportunités qui peuvent se présenter. Il faut canaliser ces énergies vers ces opportunités pendant cette période ici. Philippe Ngwala, je ne peux pas terminer cette émission sans faire allusion à la formation. La formation de cadres de demain. Nous nous rendons compte par rapport aux défis qui se lancent aux Congolais que la formation universitaire, que ce soit au niveau du secondaire jusqu'à l'université, n'est plus réaliste par rapport aux besoins de l'heure. Est-ce qu'il faut réformer les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo pour permettre que l'étudiant congolais soit compétitif et surtout concret, apporter des solutions, changer sa manière de réfléchir pour réellement répondre aux besoins socio-économiques de la RDC? Moi, je ne vous parlerai pas de la formation, je vous parlerai des compétences. Et je sais pourquoi je l'ai dit.
La formation, c'est une approche. L'éducation, c'est une approche. J'aimerais plutôt me concentrer sur les compétences. Tout à fait. Je pense qu'il faut développer les compétences. Et les compétences, il faut les développer par rapport à la demande de notre société, par rapport aux opportunités qui se présentent dans notre société. Comment est-ce que la société doit se projeter dans le futur? Les réformes qu'il faut faire, c'est de déterminer les types de compétences dont les jeunes Congolais, les Congolais de manière générale, ont besoin aujourd'hui pour se retrouver comme une nation, pour se retrouver comme un peuple qui gagne dans cet univers ici. Donc je pense que les compétences, c'est l'élément qu'il faut plus ressortir que la formation, parce que si on commence à discuter avec vous sur l'éducation, sur la formation, ce sera un débat d'école, on va parler des systèmes X, Y et tout ça. Je préfère me limiter sur la compétence. Nous avons les ressources naturelles, nous avons 80 millions d'hectares arables. Qu'est-ce que nous en faisons? Développons les compétences dans différentes filières, des métiers, dans différents métiers au sein des filières. Je parle de métiers et j'insiste là-dessus parce que je pense qu'une filière d'activité doit être scindée en différents métiers. Vous savez qu'une seule filière peut vous ressortir des centaines de métiers. Si nous commençons à développer des compétences dans chaque métier au sein de la filière, je pense que ce pays peut être sauvé et ce pays peut aller de l'avant. Par le souci du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a mis sur pied la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire qui est coordonnée par Philippe Ngwala Malemba, conseiller spécial du chef de l'État. Un dernier mot pour mettre fin à ces échanges. Nous savons que vous allez encore revenir. Mais je remercie son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, d'avoir eu l'idée de créer cette cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire. Vous avez certainement compris l'approche, l'idée et la vision du chef de l'État à travers cette cellule. Et je suis très convaincu, et vous le savez, que cette cellule fera énormément de choses qui permettront à ce qu'il y ait un changement dans l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises, parce que c'est une question d'approche, c'est une question de méthode. Et nous avons une approche innovante que nous avons expliquée en résumé ici. Prochainement, certainement, nous aurons l'occasion de nous voir encore pour vous expliquer en détail tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous avons pu réaliser en trop peu de temps. Mon dernier mot sera de dire à mes compatriotes congolaises et congolais d'être forts. Vous savez, nous sommes un peuple résilient. Il faut que les populations puissent respecter les consignes qui ont été données par les chefs de l'État, qui ont été données par différentes structures, différentes autorités impliquées dans la riposte. C'est une période certainement qui va passer, mais notre capacité à riposter contre cette épidémie très grave dépend de notre capacité de résilience et de la façon dont nous allons suivre et respecter toutes les consignes qui sont données pour nous prévenir de la contamination de cette épidémie qui est mortelle et très grave et qui a des conséquences socio-économiques, il faut le dire, graves. Mais nous avons les moyens de résister. Tout ce que nous avions développé ici, la protection du tissu économique productif, la construction de réserves stratégiques, c'est deux éléments qui peuvent être mis en œuvre pour essayer de juguler cette crise. Et nous y parviendrons. Merci Philippe Ngwala Malemba. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Vous avez raté ce lundi à 22h juste sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le mardi à 11h juste et suivez-nous à gogo sur notre compte Twitter et sur les différents réseaux sociaux liés à votre programme Data Market. Que Dieu vous bénisse.